tient beaucoup la Société vietnamienne de radiologie et médecine nucléaire nous a invité à son congrès annuel pour vous présenter un programme d'ateliers qu'on se propose de réaliser dans les prochaines années au Vietnam avec l'aide du docteur Ha de Haiphong. Donc ici c'est un cours qui va compléter les séances d'ateliers que nous avons commencé hier, qui vont se poursuivre aujourd'hui et continuer. Donc il s'agit d'un cours sur l'IRM de la maladie d'Alzheimer et des démences. Donc les principaux objectifs de ce cours, c'est de connaître la démarche diagnostique, de connaître les avantages et les limites des différentes techniques d'imagerie qu'on peut utiliser, et de connaître la principale sémiologie des maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer, la démence paromédique ou encore les démences frontotemporales. Donc lorsqu'on fait un examen d'imagerie, on peut utiliser cet examen avec différents objectifs. Ça peut être pour faire le diagnostic positif d'une maladie, ce n'est pas l'imagerie qui va faire le diagnostic de démence. Le diagnostic de démence, c'est un examen qui est un diagnostic qui se fait cliniquement avec l'aide de différents examens complémentaires, avec des examens biologiques. Et à présent, maintenant, la place de l'imagerie a été reconnue comme étant utile au diagnostic. En l'occurrence, le principal objectif de l'imagerie dans la prise en charge d'un patient dément, c'est de faire l'enquête étiologique, de rechercher la cause de la démence. Et donc là, il y a un grand nombre de causes de maladies qui sont toujours les mêmes, qui sont toujours classées de la même façon, les maladies vasculaires, les maladies infectieuses, les maladies inflammatoires, les lésions traumatiques, les lésions toxiques, les tumeurs, et les maladies dégénératives, neurodégénératives. Et dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, on a décidé de regrouper des choses un petit peu différentes. Dans le cadre de la démence plus largement. Donc l'approche diagnostique, c'est d'abord d'éliminer ce qu'on va appeler les causes dites chirurgicales, c'est-à-dire celles qui peuvent être traitées par le neurochirurgien. Ensuite, on va essayer de voir s'il peut y avoir des atteintes liées à une maladie médicale plus générale. Et enfin, on va essayer de rechercher les signes de maladies neurodégénératives proprement dites. Alors, il faut savoir qu'en France, il y a des recommandations, comme dans un certain nombre de pays. Le diagnostic de maladie d'Alzheimer, qui est la cause la plus fréquente de démence, repose encore sur des éléments cliniques, mais l'atrophie cérébrale progressive est un élément qui va étayer le diagnostic. Et pour ça, l'imagerie va être donc utile. Donc systématiquement, il est nécessaire de faire une imagerie dans la prise en charge d'une démence. Donc les objectifs sont, d'une part, comme je vous l'ai dit, de mettre de côté des lésions qui sont susceptibles d'être opérées, de rechercher éventuellement des lésions vasculaires et d'apprécier l'atrophie du cerveau. Pour ça, l'IRM est le meilleur examen. Mais le scanner, si on ne dispose pas d'IRM, peut également être utile. Les autres examens, en particulier médecine nucléaire, sont davantage réservés aux cas les plus compliqués. Donc lorsque la question est, existe-t-il une cause qui peut être traitée par le neurochirurgien, eh bien, on voit que lorsqu'il s'agit d'identifier une tumeur, l'IRM peut bien montrer une tumeur. Lorsqu'il s'agit d'identifier une hydrocéphalie chronique de l'adulte avec la dilatation des ventricules, sans signe d'hypertension intracrânienne, l'IRM peut très bien le montrer, ou encore un hématome subdural chronique, qui peut avoir plus ou moins saigné dernièrement, l'IRM le montre très bien. Mais le scanner le montre aussi bien. On voit parfaitement des gros processus expansifs, tumoraux, on voit très bien les hydrocéphalies chroniques de l'adulte et on voit également les hématomes subduraux chroniques, même lorsqu'ils ont saigné récemment. Donc, à la question, est-ce qu'il y a une cause qui peut être traitée par le neurochirurgien devant un patient qui présente une symptomatologie démente, eh bien, le scanner peut très bien être suffisant. En revanche, pour ce qui est de savoir s'il y a une atteinte médicale, s'il y a une atteinte cérébrale d'une maladie plus médicale, eh bien là, il faut reconnaître que le scanner est en général insuffisant. Et on peut rebalayer comme ça toutes les causes possibles de démence. Les plus fréquentes sont les causes vasculaires. Ça peut être tout d'abord de petits infarctus dans des zones très particulières qui vont être responsables de troubles
troubles démentiels, en particulier d'amnésie ou troubles de comportement, c'est ce qu'on va appeler les infarctus stratégiques. Il peut y en avoir par exemple dans les thalamus, il peut y en avoir sur le fornix, il peut y en avoir sur l'hippocampe. Il peut y avoir un grand nombre d'accidents vasculaires cérébraux qui, au bout d'un certain moment, vont s'accompagner de troubles des fonctions cognitives. Il peut également avoir des maladies des petites artères du cerveau. Les plus fréquentes sont liées à l'hypertension intracrânienne qui vont donner des lésions profondes, des noyaux gris centraux, mais il peut aussi y avoir des maladies génétiques comme la maladie de Canazil qui va entraîner une démence du sujet jeune chez des gens qui ont en général un parent, un ascendant direct ayant également cette démence, et c'est une démence d'origine microvasculaire avec une atteinte assez évocatrice des régions temporales. De façon plus simple, une fois qu'on a mis de côté tous les différents infarctus, il est courant d'essayer d'évaluer la charge en ce qu'on appelle les hyperintensités de la substance blanche. Et donc pour ça, on va essayer de coter à l'aide d'une échelle qui a été au début développée par un auteur qui s'appelait Fazekas, qui avait développé une échelle de cotation qui a été simplifiée dernièrement en absence de microangiopathie, c'est-à-dire absence d'hypercilieux de la substance blanche, avec un stade à 0 et à une charge très importante d'hypercilieux de la substance blanche, dès lors que ces hypercilieux vont former des plages confluentes. Et donc ça, ce sera le stade 3. Et donc entre 0 et 3, vous avez un gradient de charge d'hypercilieux de la substance blanche. 1, c'est quelques petits hypercilieux. 2, c'est des hypercilieux qui commencent à être confluents, mais qui font des amas de moins de 20 mm. Et 3, c'est des hypercilieux confluents qui font des amas de plus de 20 mm. Quelque chose qui est très important et qu'on connaît mieux maintenant, en fortiori depuis que l'IRM cérébrale est faite systématiquement, en tout cas tente à être faite plus fréquemment chez les gens qui ont des démences, c'est la pathologie hémorragique, et en particulier les micro-hémorragies. Les micro-hémorragies, on les voit sous la forme de petits hypocignaux pontiformes superficiels qu'on détecte bien avec des séquences en IRM sensibles à l'hémorragie comme le télo-étoile ou encore mieux les séquences de susceptibilité magnétique. Vous allez être capable d'identifier ces petits micro-bleeds, ce qu'on appelle les micro-sédiments ou micro-bleeds, à la surface du cerveau, et ils peuvent s'associer avec de véritables hématomes. Il y a un risque d'aggravation spontanée sous la forme d'hématomes, spontanément lobaires, et parfois de sidérose méningée, comme on peut le voir sur cet exemple. Cette association de micro-bleeds, de sidérose méningée et d'hématome est très évocatrice d'angiopathie amyloïde. Alors vous allez me dire, l'angiopathie amyloïde, à quoi ça sert de faire le diagnostic? C'est très important puisqu'en fait, ça tend à être une contre-indication à certains traitements anticoagulants et antiplaquettaires. Par conséquent, lorsqu'on identifie ce type de lésion chez un patient, eh bien, il faut tout de suite aller lui demander s'il prend des antiagrégants et des anticoagulants, ce qui est très fréquemment le cas. Ils ont souvent un problème cardiaque associé, une hypertension, je ne sais quoi. Et donc, il faut à partir de là prévenir le neurologue qui peut être amené à se mettre en relation avec le cardiologue pour discuter de l'indication de ces traitements anti-agrégants ou anticoagulants. Donc les autres démences secondaires, donc on peut voir ça peut être des causes infectieuses comme la maladie de Creutzfeldt-Jakob, la traumatologie, l'alcool ou encore des syndromes paranéoplésiques. Et là c'est un champ très large qui s'ouvre. Surtout ce qui est intéressant c'est d'identifier, ce qui n'est pas intéressant mais ce qui est aussi intéressant c'est d'identifier les maladies neurodégénératives. Et on va s'intéresser essentiellement à 3 maladies neurodégénératives, la maladie d'Alzheimer, les dégénérescences lobaires à prédominance frontotemporale, qui a un grand sac avec plusieurs maladies à l'intérieur, et la maladie à Cordon-Lévy, que je vais survoler très brièvement aujourd'hui et que je vous présenterai de nouveau demain dans le cadre des syndromes extrapyramidaux. Dans la maladie d'Alzheimer, on sait que la maladie commence au niveau des hippocampes, et en particulier au niveau du cortex entorhinal, c'est-à-dire la petite bande de cortex
temporale interne qui supporte l'hippocampe. Et ensuite, la maladie s'étend à l'hippocampe et après, elle va se propager aux régions temporales et puis se diffuser aux régions associatives, secondaires, puis aux régions primaires, à un stade très tardif. Donc, il est de bonne guerre d'aller regarder les hippocampes. Et on sait que lorsqu'on enlève un hippocampe, comme par exemple le cas historique de HM, on a des troubles de la mémoire. Et quand on a une maladie d'Alzheimer, avec une atrophie des hippocampes, on a aussi des troubles de la mémoire. Donc c'est normal d'aller regarder les hippocampes. Et pour ça, on va apprécier visuellement le volume des hippocampes. Je vais parler d'échelle de Fazekas pour côté la microangiopathie. Et là, pour les hippocampes, il y a une échelle qui a été également développée par des collègues hollandais, qui s'appelle l'échelle de Schelltens, qui va essayer d'estimer la hauteur de l'hippocampe, l'atrophie de l'hippocampe, l'élargissement des espaces liquidiens autour de l'hippocampe. Donc voilà ce que ça donne. Lorsque l'hippocampe est gros et qu'on voit à peine les liquides autour de l'hippocampe, on va partir de Schelltens 0. Schelltens 1, on commence à voir les liquides autour de l'hippocampe. On voit la corne temporale du ventricule latéral. Et puis Schelltens 2, on va avoir l'hippocampe qui va être recouvert par toute la surface de la corne temporale du ventricule latéral. 3, c'est recouvert, et puis l'hippocampe diminue de taille, et 4, l'hippocampe devient très petit. Et ça nous permet donc de quantifier visuellement, subjectivement, l'atrophie hippocampique légère, modérée. Donc légère, on est par ici, 1, 2. Modérée, on est à 3. Sévère, on est à 4. Alors voilà, je vais vous montrer les hippocampes. Donc pour ça, il faut réaliser des coupes centrées sur les hippocampes, en tout cas des acquisitions volumiques suffisamment fines qui permettent de faire des reconstructions centrées sur les hippocampes, orthogonales au plan des hippocampes. Et vous regardez ici, les hippocampes sont de beaux volumes. Vous ne voyez pas, vous voyez à peine les espaces liquidiens. Ça, c'était un patient normal. Voilà d'autres hippocampes. Lorsqu'on regarde les hippocampes, on voit que les hippocampes sont amincis. Il y a une atrophie des lobes temporaux. Il s'agissait d'un patient qui avait une maladie d'Alzheimer. Autre exemple, les hippocampes sont bien, les liquides sont à peine visibles. Il s'agissait d'un patient normal. À nouveau, des hippocampes qui sont diminués de taille, les espaces liquidiens augmentent. Il s'agissait d'un patient Alzheimer. Et voici quelqu'un qui présentait des troubles cognitifs amnésiques qui n'étaient pas encore déments. Le stade de la démence est défini par le handicap que vous avez à réaliser dans les gestes de la vie quotidienne. Là, en l'occurrence, ce patient présentait surtout des troubles de la mémoire. Il avait du mal à se souvenir de plus en plus fréquemment de ce qu'il devait faire, ce qu'il avait à faire, ce qu'il avait fait. Et on voit qu'il y a des hippocampes qui sont un petit peu diminués de taille, mais pas tant que ça. Les espaces liquidiens sont visibles, mais pas tant que ça. Et là, il s'agissait d'un patient qui n'était pas encore Alzheimer, en tout cas qui n'était pas encore dément, mais qui était à risque de maladie d'Alzheimer. On appelle ça MCI, un trouble cognitif léger amnésique. Voilà un autre patient, atrophie des hippocampes, atrophie des lobes temporaux. Il s'agissait d'un patient qui présentait une maladie d'Alzheimer. Il faut retenir que l'atrophie des hippocampes dans la démence, en particulier dans la maladie d'Alzheimer, est quelque chose de très fréquent. Mais ça n'est pas spécifique de la maladie d'Alzheimer. On retrouve l'atrophie des hippocampes dans d'autres maladies. Voilà par exemple une atrophie des hippocampes très sévère. Il s'agissait d'un patient Alzheimer. Voici une autre atrophie des hippocampes. Il s'agissait d'une démence frontotemporale, une autre forme de maladie neurodégénérative. À nouveau, une atrophie des hippocampes, mais on est tout de suite très impressionné par l'atrophie de lobes temporaux, très impressionnant. Il s'agissait également d'une forme un peu particulière de dégénérescence lobaire après dominance frontotemporale, d'une forme temporale qui s'exprime par une démence sémantique. Les gens perdent les mots et perdent la signification associée aux mots. Une maladie très handicapante, mais qui n'est pas une maladie d'Alzheimer proprement dit. Voici quelqu'un qui présentait des hippocampes, on va dire, un petit peu diminué, le liquide était visible, et pourtant c'était quelqu'un qui était étiqueté par le neurologue comme ayant une maladie d'Alzheimer. Une autre atrophie des hippocampes.
Il s'agissait d'un patient qui avait une maladie à corps de Lévy, donc une autre maladie neurodégénérative. Donc il est possible d'avoir une atrophie des hippocampes sans nécessairement avoir une maladie d'Alzheimer. Mais en règle générale, c'est très fréquent d'avoir une atrophie des hippocampes et des troubles, on va dire, du comportement. Voilà un autre cas. Là, c'était quelqu'un qui consommait trop d'alcool. Donc il faut se souvenir que l'atrophie des hippocampes, c'est sensible, mais ce n'est pas spécifique de la maladie d'Alzheimer, puisqu'on la retrouve dans un grand nombre d'autres maladies. Alors peut-être que les nouvelles machines, 3 Tesla, 7 Tesla peut-être, permettront d'avoir une meilleure analyse de la structure de l'hippocampe. Il y a peut-être une nouvelle sémiologie qui va être décrite. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. On regarde simplement l'hippocampe, on essaye d'évaluer son atrophie et la sévérité de son atrophie. On peut s'aider de techniques d'analyse d'image un peu complémentaires pour essayer de mesurer l'atrophie dans d'autres régions que les hippocampes. Lorsqu'on compare la maladie d'Alzheimer par rapport à des sujets sains, on voit que les régions temporales internes sont atrophiques, donc ça colle, mais on voit que d'autres régions sont atrophiques. Pariétale externe, temporale externe, frontale externe, pariétale interne. Lorsqu'on s'intéresse à d'autres maladies, comme par exemple la démence frontotemporale, on se rend compte que lorsqu'on compare la démence des gens qui ont une démence frontotemporale à des sujets sains, eh bien ils ont une atrophie frontale et temporale. Et lorsqu'on compare des gens qui ont une maladie d'Alzheimer à des gens qui ont une démence frontotemporale, eh bien on se rend compte qu'il n'y a pas de différence sur l'atrophie temporale, mais qu'il existe une différence importante dans la région pariétale. Donc c'est grâce à ces études qu'on est allé regarder l'atrophie pariétale de plus près. Et donc en particulier, il suffit de pour ça regarder sur une coupe médiane, vous regardez la région pariétale interne, ici qui s'appelle le précuneus. Vous voyez ici en bleu, c'est le précuneus. Et on va simplement essayer d'estimer son atrophie en regardant l'élargissement du liquide. Pour ça, ça a été évalué par une nouvelle échelle qui pourrait s'appeler l'échelle de Koudam, qui va essayer de mesurer l'atrophie pariétale proprement dite. Et on se rend compte que dans la maladie d'Alzheimer, eh bien, il existe une atrophie pariétale assez marquée. Voici quelqu'un qui a un hippocampe à peu près normal, et si vous regardez les sillons aussi bien devant que derrière, eh bien, vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas particulièrement élargis. Ça, c'était quelqu'un de normal. Ici, quelqu'un qui présente une atrophie de l'hippocampe, on regarde les sillons, on voit qu'ils sont particulièrement larges dans la région pariétale. Donc là, il s'agissait d'un patient qui a une maladie d'Alzheimer. Un autre exemple, on voit une atrophie de l'hippocampe, mais on n'a pas vraiment d'atrophie dans la région pariétale, on a plutôt une atrophie dans la région frontale. Là, il s'agissait d'un patient qui avait une démence frontotemporale. À nouveau, atrophie de l'hippocampe, surtout du lobe temporal, grosse atrophie pariétale. C'était un malade d'Alzheimer. Autre exemple, atrophie du hippocampe, pas d'atrophie pariétale, atrophie frontale, c'était une démence frontotemporale. Donc c'est assez facile, une fois que vous avez regardé l'hippocampe, vous allez regarder si l'atrophie est plutôt frontale ou pariétale. Et lorsque vous pouvez aussi regarder la sévérité de la microangiopathie. Lorsque vous avez une atteinte de la microangiopathie particulièrement sévère, eh bien en règle générale, vous allez voir qu'il n'y a pas d'atrophie qui prédomine dans la région pariétale ou frontale. L'atrophie, si elle existe, elle peut être globale ou elle peut être absente dans la région fronto-pariétale. Donc voilà par exemple un exemple. Ici, ça c'est une atrophie hippocampique, atrophie pariétale, pas de microangiopathie, une maladie d'Alzheimer. Et en fait, on se rend compte qu'il existe une relation chez les gens qui ont des symptômes qui sont très proches les uns des autres de maladies d'Alzheimer, avec des gens qui d'un côté les deux ont des atrophies des hippocampes, mais certains ont une atrophie plutôt pariétale et pas nécessairement de microangiopathie, alors que d'autres n'ont pas nécessairement d'atrophie pariétale et une microangiopathie sévère. Donc par exemple, si on s'était amusé à regarder, en mettant les données de plusieurs sujets, on avait demandé à l'ordinateur de nous analyser ça, on ne lui avait pas donné d'enseignement clinique,
Et on lui avait demandé de nous sortir autant de groupes qu'il voulait. Et sur presque 150 patients, il avait spontanément sorti 3 groupes. Des gens qui avaient des atrophies des hippocampes, une atrophie pariétale, pas de microangiopathie. Des gens qui avaient une atrophie des hippocampes, une microangiopathie et pas d'atrophie pariétale. Et un groupe qui était indéfini, et il y avait une petite lésion avec certaines performances sur les tests cognitifs. Voilà, donc retenez surtout cette relation qui existe entre, d'une part, l'atrophie frontale et l'atrophie des hippocampes, qui serait plutôt un signe de démence frontotemporale, l'atrophie pariétale et l'atrophie des hippocampes, qui serait plutôt un signe de maladie d'Alzheimer, et dès que vous n'avez pas de prédominance entre l'atrophie frontale ou pariétale, eh bien vous pouvez être face à un cas d'atteinte mixte, une maladie à corps de Lévy, ou encore des formes un peu particulières de démence à prédominance frontotemporale, comme par exemple la démence sémantique. Alors voilà des observations, ici vous voyez atrophie des hippocampes, pas de microangiopathie, mais plutôt l'atrophie frontale, c'était une démence frontotemporale. Autre cas, atrophie des hippocampes, pas de microangiopathie, plutôt une atteinte postérieure, c'était une maladie d'Alzheimer. Autre cas, atrophie des hippocampes, pas de microangiopathie, atrophie pariétale, maladie d'Alzheimer. Atrophie des hippocampes, pas de microangiopathie, plutôt une atrophie frontale, mais pas trop, c'était un peu entre les deux. Ça, c'était une forme un peu particulière de dégénérescence lobaire en prédominance frontotemporale qu'on appelle des aphasies progressives primaires. Voilà encore un autre exemple, une maladie à corps de Lévy qu'on reverra demain, où en gros, pareil, on n'a pas de prédominance antéro-postérieure dans cette maladie. Et mixte, comme je vous l'ai dit, ici, il n'y a même pas d'atrophie frontale ou pariétale, mais vous voyez qu'il y a l'atrophie des hippocampes associée à cette microangiopathie. Donc il est possible que l'atrophie pariétale ne soit pas nécessairement un signe de maladie d'Alzheimer, mais un état préexistant, au même titre que la microangiopathie soit un état préexistant qui, lorsque la maladie d'Alzheimer se déclare dans les régions temporales, eh bien, va entraîner plus rapidement une symptomatologie qui vont amener ces gens à être diagnostiqués vers l'âge de 65-70 ans. La maladie à corps de Lévy, je vous dis qu'on en reparlera demain, mais on va s'intéresser en particulier à des régions du mésencéphale et une zone très particulière qui s'appelle le librosome 1, et ça, ce sont les séquences récentes de susceptibilité magnétique, l'importance de l'IRM pour essayer d'identifier ces structures, ou plus exactement l'absence de visibilité de ces structures normales. Donc en gros, vous voyez, dans la maladie d'Alzheimer, là j'ai vraiment survolé un petit peu les choses. Dans la maladie d'Alzheimer, eh bien, vous avez plein de lésions différentes qui peuvent être métaboliques, qui peuvent être vasculaires, qui peuvent être fonctionnelles. Il y a des centaines et des centaines d'articles qui sortent chaque jour, chaque mois, disons, sur la maladie d'Alzheimer, qui vont montrer toutes sortes d'anomalies. Juste un petit point qui semble assez intéressant, en tout cas selon mon point de vue, parce que finalement c'est potentiellement assez accessible, c'est d'étudier les anomalies de la perfusion. On sait que dans la maladie d'Alzheimer, il y a des anomalies de la perfusion, il y a même des gens qui pensent que la maladie d'Alzheimer est très liée à des anomalies vasculaires. Et donc on s'est amusé à tester la capacité des vaisseaux à garder leur fonctionnement normal, en particulier lorsque les gens respirent du dioxyde de carbone. Vous voyez ici, ça c'est un sujet sain, lorsqu'il respire du dioxyde de carbone en utilisant des techniques d'IRM fonctionnelles, eh bien, ces vaisseaux répondent intensément. Lorsqu'il y a une maladie d'Alzheimer, eh bien, ces vaisseaux répondent beaucoup moins. Et ça marche très bien. Vous regardez ici, ça c'est un sujet sain, un contrôle, vous voyez, tout son cerveau répond bien. Alors que là, c'est un cerveau qui ne répond pas bien, c'est une maladie d'Alzheimer. Et ça, on peut le répéter à l'échelle individuelle, et ça marche très bien. Voilà, je vous montre un petit peu rapidement à quoi ça ressemble. Donc on voit tout de suite ceux qui sont rouges, et si vous regardez, ceux qui sont rouges, c'est ceux qui sont normaux. Ceux qui sont bleus, ce sont les malades d'Alzheimer, et ceux qui sont entre les deux sont souvent des gens à troubles cognitifs légers, c'est-à-dire un risque de maladie d'Alzheimer. Ce qu'il faut retenir, c'est que malgré tout, dans la pratique neuroradiologique diagnostique et a fortiori de la démence, il faut
faut essayer d'avoir des données cliniques. Il faut discuter avec les patients, discuter avec les neurologistes. C'est très important parce qu'on ne peut pas comme ça dire à quelqu'un sur les simples anomalies de l'IRM qu'il a une démence. Ça n'est pas possible puisque il s'avère que les anomalies que l'on voit, même si elles sont sensibles, elles ne sont pas toujours très spécifiques. D'autre part, vous vous souvenez que le but de l'imagerie, c'est premièrement d'écarter les lésions qui peuvent être traitées par le neurochirurgien, éventuellement écarter toutes les lésions ou les maladies qui sont susceptibles d'entraîner des lésions du cerveau, les maladies générales, les maladies vasculaires qui entraînent des lésions du cerveau. Et puis, l'imagerie va permettre de discuter les éventuelles maladies neurodégénératives comme celles que l'on a vues. Le protocole d'IRM, il doit retenir, il faut faire à peu près toutes les pondérations. Quoi qu'il en soit, il faut du T1, il faut du T2. Surtout, n'oubliez pas le T2 étoile, la séquence de susceptibilité magnétique, et il faut des séquences volumiques pour essayer de retarder le cerveau dans tous les plans, et en particulier dans le plan coronal, orthogonal au plan des hippocampes. Bien sûr, la recherche continue de faire son travail, en particulier autour de l'imagerie de perfusion et en médecine nucléaire. Je sais qu'il y a énormément de travail qui a été fait dernièrement en médecine nucléaire dans la maladie d'Alzheimer et dans les démences. Voilà, merci de votre attention.